la santé et les droits sexuels et reproductifs sont en recul dans certaines régions du monde, notamment en Europe centrale et orientale. Et donc, concrètement, cela veut dire des restrictions en matière de planification familiale, le fait de retirer les cours d'éducation sexuelle de l'enseignement et des programmes scolaires, ou également les études de genre de l'enseignement supérieur. Peut-être vous avez entendu, fin janvier 2021, il y a de nouveau eu des grandes mobilisations féministes en Pologne suite au durcissement de la loi sur l'avortement. Aujourd'hui, maintenant, en Pologne, donc ce n'est pas très loin, la Pologne est un État membre de l'Union européenne, les femmes ne peuvent plus interrompre une grossesse, même quand le fœtus présente des graves anomalies. Et les médecins et les soignants qui aident les femmes et leurs partenaires à le faire risquent désormais jusqu'à 3 ans de prison. En outre, depuis le milieu des années 2000, dans les Nations unies et dans les enceintes internationales, on constate qu'une coalition d'États conservateurs s'en prend violemment aux droits humains des femmes et particulièrement les droits sexuels et reproductifs. Ils mobilisent des arguments qui touchent à la préservation d'une identité nationale qui serait menacée, à une authenticité culturelle et religieuse et à un modèle de famille traditionnel. Il y a également des acteurs non gouvernementaux qui les soutiennent dans ces tentatives et les conséquences très concrètes aujourd'hui, ce sont les menaces, les attaques, l'emprisonnement, parfois l'assassinat de militantes et de militants pour les droits sexuels et reproductifs et plus largement pour les droits humains et les droits des femmes et des filles. Et on peut, voilà, on entend presque chaque semaine dans l'actualité des cas dans différents pays. Ce rejet des droits des femmes et des filles, ce n'est pas nouveau. Il accompagne presque toute avancée en la matière. Suzanne Faludi, au début des années 90, a fait une étude à grande échelle et a nommé ce phénomène le retour du bâton dans un livre qui s'intitulait Backlash. Et elle analysait vraiment comment les États-Unis des années 80 avaient été le théâtre d'un retour de bâton dans les domaines politiques, économiques, juridiques, médiatiques et culturels suite aux avancées obtenues par le mouvement des femmes des années 70. Et je vais maintenant donner la parole à Myriam pour nous en dire un peu plus sur ces années et ces mouvements. Merci beaucoup, Coralie. Je te rejoins dans les remerciements par rapport à la FUCID. C'est vraiment chouette de pouvoir être là parmi vous aujourd'hui et de pouvoir parler de ces sujets qui me semblent essentiels. Pour faire la suite de ce que Coralie vient de dire, au début des années 70, l'ONU décide de nommer l'année 1975 comme l'année internationale de la femme. Alors, il s'agit d'attirer l'attention sur les femmes et sur les formes d'oppression vécues par les femmes partout dans le monde. Cependant, cette proposition semble vraiment fort légère au mouvement féministe qui dénonce de longue date toutes les violences que les femmes subissent. Et lors d'un camp féministe qui a lieu sur une île près de Copenhague, le camp FEMO, Diana Russell, une écrivaine sociologue féministe sud-américaine, va proposer l'idée d'un tribunal international des crimes contre les femmes, inspiré de l'idée du tribunal international des crimes de guerre fondé en 1966 par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre. À cet égard, je profite de l'occasion pour remercier le travail extraordinaire de Lucie Goderniot, Anne Barré et Nathalie Collignon de l'Université des femmes, qui, ici à Bruxelles, fait des recherches sur ce sujet et m'ont partagé leur travail, ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui un petit peu plus longuement. Donc, Diana Russell imagine un tribunal permettant à chacune de témoigner des crimes et des oppressions qu'elles vivent en vue d'améliorer la lutte pour les droits des femmes. C'est ainsi que naît ce tribunal international qui se déroule à Bruxelles du 4 au 8 mars 1976, grâce au travail bénévole de 8 femmes de plusieurs organisations et d'associations féministes. Il réunit plus de 2000 femmes issues de 40 pays différents au sein du Palais des Congrès de Bruxelles et Simone de Beauvoir notamment y participe. Les objectifs du tribunal sont multiples. Tout d'abord, pointer le continuum des violences faites aux femmes, même si ce terme n'est pas utilisé en tant que tel à l'époque. Il vise aussi à pointer également que les oppressions systémiques que vivent les femmes dépendent du contexte dans lequel elles vivent, quant à la forme que prennent ces oppressions, mais que par contre, elles existent dans tous les pays. Elles essaient d'analyser les oppressions vécues par les femmes dans toutes leurs spécificités, sans omettre leur dimension systémique, ce qui fait apparaître petit à petit le fameux continuum que constituent ces violences. Il s'agit également d'être solidaire entre femmes. Et puis enfin, ce tribunal populaire est le lieu par excellence pour permettre aux femmes d'imaginer des moyens de lutte contre les oppressions dénoncées.
Alors, dès le départ, c'est hyper intéressant de savoir que les réunions du tribunal sont organisées en non-mixité et cette non-mixité, elle n'était pas du tout négociable. C'est-à-dire que même les médias qui voulaient couvrir l'événement étaient tenus d'envoyer des journalistes femmes et il n'était pas question que des hommes y participent, si ce n'est les 45 premières minutes d'ouverture qui étaient mixtes. Mais sinon, les 4 jours étaient entièrement en non-mixité. Au cours de ces journées, les femmes ont été invitées à témoigner de leur vécu. Elles sont considérées comme des expertes de leur propre vécu, mais aussi des sujets qu'elles abordent. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Elles vont y parler de violences conjugales, de viols, d'inceste, de mutilations génitales féminines, de crimes contre les lesbiennes, de crimes contre les prisonnières politiques, de prostitution, de pornographie. Elles définissent le terme de féminicide ou de fémicide pour la première fois. Autant dire que les féministes de notre génération n'ont rien inventé, ce qui est assez rassurant, mais assez frustrant aussi. Rassurant car nous avons une base solide, intellectuelle, sur laquelle nous pouvons nous appuyer, et j'en veux pour preuve les dizaines de milliers de livres sur le sujet, mais frustrant, voire inquiétant, parce qu'en fait, en 50 ans, il y a quand même malheureusement pas beaucoup de choses qui ont changé. Et pensons par exemple à la question de l'inceste. Dès 1976, on trouve des dénonciations des mouvements féministes, notamment dans ce tribunal, mais aussi en dehors, concernant l'inceste, concernant la prise en charge de l'inceste, le tabou qui l'entoure, le silence dans lequel les victimes du livre, très bon par ailleurs, de Camille Kouchner, qui s'appelle La Familia Grande. Dans ce livre, l'autrice dénonce l'inceste dont son frère a été victime notamment, et depuis, les émissions médiatiques se succèdent pour parler de ce sujet, et tout semble se passer comme si c'était la première fois que de tels faits sont dénoncés. Et pourtant, il n'en est rien, hein. Les victimes parlent. Les victimes, elles parlent depuis longtemps, qui à travers des romans, qui à travers des pièces de théâtre, qui à travers des articles de blog, qui à travers des films ou des téléfilms. Et pourtant, elles ne sont pas écoutées. Les associations féministes se sont emparées du sujet de longue date, comme je vous le disais. Plus récemment, l'Université des femmes et SOS Inceste se sont associées pour travailler sur la question de la politisation de l'interdit de l'inceste. Et de tout ce travail, un cahier de recommandations est sorti qui vise d'une part à faire l'état des lieux de la prévention, la détection et la prise en charge de l'inceste, mais aussi à faire des recommandations pour améliorer tout ça. Moi-même, en tant que juriste et féministe, j'ai collaboré à la rédaction de ce cahier. Et puis, je suis régulièrement confrontée à cette question depuis de nombreuses années, à travers les femmes qui viennent me voir et, et qui me consultent pour dénoncer soit l'inceste qu'elles ont vécu, soit celui vécu par leur enfant. Rappelons à cet égard qu'aucune statistique nationale n'existe, ni nationale ni internationale d'ailleurs. Donc, aucun État n'a fait le choix d'analyser la question pour savoir quelle est l'ampleur de ce phénomène. Et donc, les associations de terrain et les mouvements féministes se basent sur des estimations, des statistiques liées à d'autres sujets, comme les violences sexuelles en général, les violences sexuelles commises sur mineurs, la proportion d'inceste dans les violences sexuelles commises sur mineurs. Et de toutes ces analyses, aujourd'hui, on estime qu'entre 20 et 24% des petites filles et 5 à 11% des petits garçons sont victimes d'inceste. Donc, on est loin d'un phénomène marginal et extrêmement rare. Ça représente en moyenne entre 2 et 4 enfants par classe dans chaque classe de chaque école du pays. C'est énorme. Contrairement à l'idée reçue, l'inceste, c'est une violence, c'est un signe de violence. L'inceste heureux et consenti, c'est un mythe. C'est un mythe qui est très persistant, mais qui n'existe pas. Dans les relations incestueuses, il y a toujours un auteur qui a une ascendance sur une victime, une emprise. Il ne s'agit en aucun cas de trop d'amour ou d'un amour maladroit, mais bien de domination. Même si, par ailleurs, de l'amour peut exister en parallèle, ce qui rend d'ailleurs les choses souvent d'autant plus compliquées pour les victimes. L'inceste s'inscrit aussi dans un continuum des violences patriarcales, en ce qu'il est l'incarnation même de la domination exercée sur une personne considérée comme plus faible, ici en l'occurrence un enfant. Cette domination peut perdurer à l'âge adulte, même quand l'enfant est devenu plus grand et plus fort que l'agresseur. Notons aussi que l'immense majorité des auteurs de violences sexuelles intrafamiliales pédocriminelles, une autre façon de nommer l'inceste, ce sont des hommes. Muriel Salmona a mené une étude sur le sujet des agressions sur mineurs et 95% des agresseurs dans le cadre intrafamilial sont des hommes. On constate par ailleurs une prévalence de victimes chez les filles, comme je l'ai dit plus tôt, 20 à 24% des filles, 5 à 11% des garçons.
Alors entendons-nous bien, ces chiffres montrent qu'une minorité d'auteurs sont des femmes, si une majorité d'auteurs sont des hommes, mais aussi qu'il y a, si la majorité des victimes sont des femmes ou des filles, mais il y a aussi une minorité de victimes qui sont des garçons ou des hommes. Est-ce que ça enlève quelque chose à l'analyse féministe, patriarcale du sujet? Eh bien non, pas du tout. Ces violences font vraiment partie du continuum de la domination, et la domination, c'est le père de toutes les formes de violence faites aux femmes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer que vraiment nous baignons dans une culture de l'inceste. En tout cas, ce sont les mots de Charlotte Pudlowski dans un merveilleux podcast sur le sujet qui s'appelle Et peut-être une nuit, que je vous invite à écouter. Et combattre l'inceste, c'est lutter avec acharnement contre le patriarcat ou le fratriarcat, une autre façon de réfléchir le système. Et la meilleure preuve, s'il en fallait, c'est la façon dont la justice s'empare de ces questions. La justice, le droit, c'est censé être neutre, c'est censé représenter l'incarnation de la valeur justice. Et pourtant, de nombreuses mères ne sont pas crues lorsqu'elles dénoncent l'inceste subi par leur enfant. Pire encore, euh, elles ne sont pas crues et les enfants sont donnés en garde aux pères incestueux. Alors à nouveau, nous ne disposons d'aucune statistique sur le sujet puisque aucune statistique nationale n'est menée. Néanmoins, l'expérience de terrain de plusieurs associations, Femmes de droit, mais plein d'autres, Brise le silence, Raisonnesco, Innocence en danger, Vie féminine et j'en passe, d'après notre expérience, du coup, c'est quand même une majorité de mères qui ne sont pas crues, une très large majorité de mères qui ne sont pas crues quand elles dénoncent l'inceste subi par leur enfant. Et pourtant, il y a eu pas mal d'études menées sur les fausses accusations de viol et qui démontrent que les fausses accusations de viol sont plutôt rares. Et donc, par là même, on peut en déduire que les fausses accusations d'inceste sont plutôt rares aussi. Et pourtant, les enfants ne sont pas crus. Les mères sont traitées de menteuses pathologiques qui manipulent leur enfant pour faire du mal à leur ex-compagnon, alors même que ces derniers sont souvent reconnus par ailleurs comme violents dans le cadre de relations intrafamiliales avec leur ex-compagne. Et le taux de condamnation de ce type de violence est atrocement bas, puisqu'on estime environ à 2% de condamnation de violences sexuelles, sachant que seulement 10% des victimes portent plainte. Hein, donc 10% des 2% des 10% de victimes qui portent plainte, on peut dire qu'on est face à une impunité quasi totale sur le sujet. Et malheureusement, bien que la profession de magistrat se soit fortement féminisée, le système judiciaire et juridique reste largement patriarcal. Et ce n'est pas le cas qu'en Belgique. Et je redonne la parole à Coralie. Merci Myriam. Mais je pense que tu viens vraiment de bien nous montrer en quoi les violences masculines sont une institution fondamentale du patriarcat, un patriarcat qui fait globalement système dans des contextes historiques, géographiques ou idéologiques différents. C'est vraiment des décennies de lutte féministe qui ont permis de dévoiler et de nommer cela. Et au-delà du fait de mettre les justes mots sur la situation, on voit que dans le système juridique, les féministes ont obtenu des avancées. Il existe de nombreux textes aujourd'hui qui reconnaissent l'étendue de la situation, le besoin de prévention, l'importance de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et d'offrir des justes réparations également aux survivantes des violences. Mais malgré cela, les violences restent profondément ancrées dans nos sociétés à travers le monde. Comme tu viens très bien de le dire, il y a un large fossé entre la volonté des autorités qu'on retrouve dans les textes juridiques et puis les réponses et les initiatives des autorités qui demeurent en fait éparses, peu coordonnées, mal financées et en effet sans compter que les systèmes de justice criminelle sont à la traîne pour punir les coupables. Je vais maintenant un peu vous parler à travers un exemple, celui des violences sexuelles dans les conflits. Depuis l'Antiquité, les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles font partie intégrante des guerres. Les femmes et les filles sont objectivées, sont rattachées à la propriété des hommes. On entend qu'elles sont un butin de guerre, une monnaie d'échange, qu'elles sont le repos du guerrier, qu'elles sont assimilées au champ de bataille et différentes autres connotations. Mais donc, les femmes et les filles ne peuvent exister comme sujet dans les guerres. Dans ce contexte, les violences sexuelles sont en fait un outil qui vise à humilier, à déshonorer, démoraliser l'ennemi. Elles servent des objectifs divers comme la propagande militaire, le nettoyage ethnique, l'instauration d'une terreur politique ou encore la représentation de la victoire. Pendant trop longtemps, en fait, ces violences sexuelles en temps de guerre ont été normalisées sous prétexte qu'elles ont toujours existé.
Et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que des premières formes de répression pénale apparaissent. Et ce, en fait, durant les années 90, il y a 2 conflits majeurs qui ont fait l'actualité. D'une part, la guerre en ex-Yougoslavie, où à ce moment, il est rapporté, dans la presse que des femmes sont détenues dans des camps de viol et réduites en esclavage sexuel. Assez rapidement confirmé, en fait, par, les observateurs internationaux présents sur place. En 94, la une des médias, c'est le génocide rwandais qui fait des milliers de morts. Et on rapporte également à ce moment le viol systématique des femmes Tutsis avant leur exécution. Et certaines femmes ont également été volontairement contaminées par le virus du VIH par des soldats. Donc, sous l'impulsion des mouvements de femmes pour la paix et la justice qui remontent à bien avant ces conflits, mais alors que ces conflits sont dans la une, qu'on voit apparaître ces violences sexuelles dans l'actualité, il y a un changement qui s'opère dans les consciences. Il y a comme un électrochoc. Et sous l'influence des mouvements de femmes, un- l'instrumentalisation des violences sexuelles dans les conflits est reconnue dans les statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 93 et le Tribunal pénal international pour le Rwanda en 94. Ces statuts qualifient pour la première fois le viol de guerre de crime contre l'humanité. Par la suite, les activistes féministes continuent à se mobiliser, particulièrement au moment où on va créer la Cour pénale internationale. Et grâce à leurs efforts, ce statut de la Cour pénale internationale reconnaît en 98, donc ce n'est vraiment pas très loin, 98, le viol, mais aussi d'autres violences sexuelles comme des actes criminels constitutifs du crime contre l'humanité. Et les autres violences sexuelles sont, dans les statuts, nommées comme l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Ce n'est seulement qu'une quinzaine d'années plus tard, donc en fait en 2016, que le premier jugement concernant essentiellement des crimes de violence sexuelle a été rendu par la CPI. Euh, Par ailleurs, dans le contexte de paix et de sécurité, les mouvements féministes sont aussi beaucoup mobilisés pour que les droits des femmes et l'égalité des sexes soient reconnus comme au cœur de la paix et de la sécurité internationale. Et grâce à ces efforts, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité, et ce n'est pas souvent qu'on adopte des résolutions à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations unies, une résolution qui est la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, et qui a été adoptée en octobre 2000, et qui reconnaît pour la première fois l'impact unique des conflits sur les femmes. Depuis, le Conseil de sécurité a adopté d'autres résolutions qui traitent toujours et qui s'ancrent dans cet agenda femmes, paix et sécurité et qui traitent des violences sexuelles comme tactique de guerre ou du besoin de renforcer les mesures en faveur de la participation des femmes au processus de paix. Malgré tout ce dispositif international qui existe aujourd'hui en matière de violences sexuelles dans les conflits, l'ONU a constaté dans un rapport de juin 2020 que les violences sexuelles restent une arme de guerre dans de nombreux conflits et qu'elles continuent d'augmenter. Le rapport insiste particulièrement sur le fait que ce type de violence a un impact direct sur les déplacements en masse des populations, la montée de l'extrémisme et les inégalités, les discriminations entre les femmes et les hommes. Donc, face à tout ça, en fait, l'activisme joue un rôle déterminant et tout à fait nécessaire pour mettre un terme à l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre, ce qui a été très bien mis en avant en 2018 lorsque le docteur congolais Denis Mukwege et l'activiste yézidi Nadia Mourad ont reçu le prix Nobel de la paix pour leurs actions en la matière. Par ailleurs, cet activisme a parfois aussi des conséquences très directes, notamment au Kosovo, où également en 2018, des milliers de survivantes des violences sexuelles commises lors du conflit armé au Kosovo qui a eu lieu à la fin des années 90 sont devenues admissibles à l'obtention d'une indemnisation mensuelle de 230 € en guise de réparation, et ce 4 ans après le vote d'une loi au Parlement kosovar. Et cela a été uniquement possible parce que pendant plus de 20 ans, les survivantes se sont organisées, se sont mobilisées pour obtenir réparation. Et c'est vraiment une victoire très importante parce que les survivantes de violences sexuelles dans les conflits demandent cette réparation et elle est très, très, très rarement octroyée par les autorités. Et donc, voilà,
pour quand même vous dire, même, je crois Myriam a très bien dit tout à l'heure quand elle a dit: C'est frustrant, on avance, on s'ancre dans quelque chose d'historique, mais c'est frustrant». Mais l'activisme, voilà, est porteur de changement, mais le chemin, il est long et il est vraiment parsemé d'embûches et je pense que tu vas maintenant nous en dire plus sur, ce qu'il en est autour particulièrement de l'interruption volontaire de grossesse en Belgique. Merci beaucoup. Oui, vraiment, c'est très frustrant. Donc, parlons un petit peu de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qu'on peut aussi appeler avortement, mais avortement est un terme un peu trop générique par rapport au sujet qu'on vise, nous, ici. Mais donc, ce sujet est revenu au devant de la scène dans 2019-2020 parce qu'une proposition de loi avait été déposée visant à élargir les conditions d'octroi, les conditions d'accès plutôt à l'IVG. Malheureusement, cette loi qui a été à 2 doigts d'être votée au Parlement a été l'objet de nombreux blocages en interne. Pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, une loi a été renvoyée pour la 5e fois devant le Conseil d'État pour des broutilles, retardant le vote. Ce sujet a été au cœur de négociations gouvernementales. Nous avons alors pu observer que l'accès des femmes à l'IVG est encore aujourd'hui une variable d'ajustement valable dans des négociations pour créer un gouvernement, ce qui me paraît toujours étonnant quand même en 2020. Alors, petite parenthèse ici, bon, je parle de femmes, on a parlé beaucoup de femmes d'ailleurs depuis le début de cette intervention. On n'exclut évidemment pas du tout toutes les situations, notamment de personnes qui ont un utérus mais ne sont pas des femmes, qu'elles soient trans ou qu'elles soient inter, et inversement. Simplement, au niveau politique, ça nous semble important, en tout cas ça me semble, Coralie, corrige-moi si je me trompe, mais ça me semble vraiment important de ne pas invisibiliser les femmes, d'autant que l'enjeu, en l'occurrence, tourne autour du fait d'être une femme ou à tout le moins d'être considérée comme une femme. Et donc dans la suite de cet exposé, je vais continuer à parler de femmes par rapport à l'IVG, mais on pense évidemment à toutes les autres personnes. Pour en revenir au sujet des droits des femmes, donc ces droits sont une variable d'ajustement et donc en l'occurrence, une majorité se dégageait au sein du Parlement. Cette loi aurait pu être votée et pourtant, ce sujet en particulier, l'accès à l'IVG, l'élargissement des conditions d'accès à l'IVG, a été au cœur des négociations gouvernementales pour savoir si on allait s'associer ou pas dans un gouvernement, toutes les autres questions paraissant un petit peu minoritaires et un petit peu moins importantes parce que certains partis conservateurs minoritaires au Parlement ne souhaitaient surtout pas voir passer cette loi. Et malheureusement, dans ces négociations, ce sont les femmes qui ont perdu, une fois de plus. Mais pourquoi je dis que les femmes y ont perdu? Parce qu'après tout, la loi actuelle, bon, elle est déjà favorable à l'IVG. Je veux dire, la loi, elle prévoit que toute femme enceinte peut interrompre sa grossesse dans un délai de 12 semaines à partir de la conception, sans justification. Il y a une série de conditions qui sont prévues à respecter, faute de quoi il y a des sanctions pénales. N'empêche que si on est dans ces conditions, finalement, on a accès à l'IVG. Parmi ces conditions, quand même, un délai d'1 semaine imposé aux femmes entre leur premier rendez-vous et le moment où l'IVG est pratiquée, parce qu'évidemment, les femmes sont un peu stupides et quand elles prennent rendez-vous pour pratiquer une IVG, elles n'y ont pas vraiment réfléchi. J'espère que vous percevez l'ironie de ce que je suis en train de dire. Mais en fait, les mouvements féministes et puis les acteurs et les actrices de terrain constatent que ce délai de 12 semaines n'est pas réaliste pour une série de femmes. Une série de femmes est contrainte d'avorter dans des conditions indignes, de manière totalement illégale en Belgique, en s'auto-avortant et en prenant des risques considérables, ou alors elles sont obligées de voyager vers des pays qui permettent d'avorter dans un délai plus long. Alors entendons-nous bien, le nombre d'IVG est stable depuis plusieurs années, en moyenne un petit peu moins de 20 000 euros, 20 000 euros, en moyenne un petit peu moins de 20 000 avortements par an. Et il est très, très probable que ce taux, cette quantité n'augmentera pas avec cette nouvelle loi. Par contre, elle permettra de mieux accueillir et de mieux prendre en charge les 500 femmes qui, chaque année, voyagent notamment vers les Pays-Bas
pour interrompre leur grossesse. Et donc, étendre le délai permettrait simplement d'accompagner ces femmes en Belgique en prenant en considération le vécu de chacune. Parce que, en fait, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles une femme ne détecte pas précocement qu'elle est enceinte. Ça peut être parce que la contraception n'a pas fonctionné, parce que la contraception ne leur convenait pas, parce qu'elles ont été victimes de viol ou d'inceste, parce qu'elles ont continué à avoir des saignements et donc elles ont cru que leur cycle n'était pas interrompu. Les raisons sont multiples, je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais donc il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles les femmes peuvent découvrir tardivement qu'elles sont enceintes. Parce qu'entendons-nous bien, quand on demande d'élargir le délai durant lequel on peut avorter, les femmes ne vont pas porter un enfant de manière volontaire en lui donnant un nom et en préparant sa chambre pendant 6 mois pour tout d'un coup un matin se dire en fait, j'ai changé d'avis et je ne vais pas le garder. C'est évidemment pas ça qui se passe. Les femmes qui décident à 16, 17, 18 semaines de grossesse d'avorter, c'est parce qu'il y a des vraies bonnes raisons pour lesquelles interrompre cette grossesse. Et je pense qu'il faut pouvoir les écouter et les accompagner là-dedans. Et vraiment, bien que l'immense majorité des IVG ont lieu dans les premiers mois, parce qu'en fait, l'immense majorité des femmes qui veulent avorter avortent dès qu'elles ont connaissance de leur grossesse, mais il est primordial de ne pas abandonner toutes celles qui le découvrent tardivement et pour qui ce délai est trop court. Et puis, par ailleurs, même si aucune sanction pénale n'a été prononcée depuis des années concernant l'avortement, quand même, symboliquement, continuer à dire que ne pas respecter les conditions d'avortement, c'est une sanction pénale, que d'ailleurs, il est interdit d'avorter, sauf si on respecte certaines conditions particulières, c'est un symbole extrêmement fort et extrêmement violent pour toutes les femmes qui ont recours à l'avortement. Et donc, les mouvements féministes réclament une dépénalisation totale de l'IVG, pas seulement de le sortir du code pénal comme ça a été le cas en 2018. Et c'était quand même ce que promettait cette loi passée à la trappe. Alors oui, cette loi n'était pas parfaite, absolument pas. Elle ne reprenait pas toutes les revendications féministes, mais enfin, elle était un pas dans la bonne direction. Et puis, ce qu'on constate quand même, on parlait de retour de bâton tout à l'heure, Coralie vous en parlait, eh bien, on constate effectivement un recul dans les lois favorables aux femmes en Belgique. Et notamment, on constate que différents textes de loi ont été proposés, voire votés, qui mettent potentiellement à mal les droits des femmes. Les droits des femmes à recourir à une IVG ou à choisir la façon dont elles vont accoucher, par exemple. Alors, je pense par exemple à la loi qui reconnaît un statut au fœtus mort in utero. Ce fœtus est appelé enfant. Or, un enfant a des droits. L'intérêt de l'enfant est même supérieur à celui de ses parents. Parler d'enfant quand on parle de fœtus, ça ouvre la porte à toute une série de dérives. Alors, entendons-nous bien, pour certains parents, ce fœtus est déjà un enfant. Moi-même, quand j'étais enceinte, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je crois qu'il devait avoir 3 cellules dans mon corps, mais c'était déjà un enfant. Parce que je le voulais, parce que c'était ce que je voulais. Mais il faut aussi penser à tous les parents pour qui ce n'est pas un enfant, pour qui c'est un fœtus et qui n'ont pas envie de reconnaître cette dénomination d'enfant à ce fœtus. Et puis surtout, les mots ont un sens en droit. Et les mots, non seulement ont un sens, mais aussi ont des conséquences. Et accorder le statut d'enfant, c'est-à-dire d'être humain à un fœtus, eh bien, c'est lui accorder des droits supérieurs à ceux de sa mère. Et si c'était vraiment le vrai argument, alors on s'intéresserait aussi beaucoup plus aux enfants une fois qu'ils sont nés, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Et c'est là où on constate qu'il s'agit de questions qui tournent autour des droits des femmes et pas des droits des enfants, parce que cet intérêt supérieur de l'enfant, il est surtout très très important quand c'est la femme qui est enceinte de cet enfant. Une fois qu'il est né, c'est vraiment autre chose. Et puis, par ailleurs, permettre aux femmes de choisir la façon dont elles veulent accoucher, c'est vraiment extrêmement important. Et si l'intérêt de leur enfant est supérieur à leur intérêt à elles, qu'est-ce qui empêche les médecins d'imposer toutes sortes de pratiques médicales qu'ils estimeraient nécessaires? Alors, bien sûr, on n'en est pas encore là, quoique certains médecins s'octroient déjà ce droit-là. Mais cependant, le risque est vraiment grand et vraiment pas négligeable d'arriver à de telles extrémités de manière tout à fait légale.
Et j'en veux pour preuve la proposition de loi du 13 février 2020, modifiant, donc c'est une proposition, elle n'a pas été votée, mais qui proposait de modifier donc le code civil en vue d'instaurer une protection juridique prénatale. Alors heureusement, cette loi a été étouffée dans l'œuf par l'avis du Conseil d'État, mais cette proposition prévoyait tout simplement que l'enfant dont une femme est enceinte est considéré comme déjà né dès que son intérêt l'exige. Et donc, bien qu'il soit fait mention d'exception dans le cadre d'une IVG, c'est quand même une façon de considérer l'enfant comme déjà un enfant et dès sa conception. Et puis, ça ouvre la porte à toute une série de dérives expliquées dans les explications même les développements proposés par les auteurs qui ont proposé cette loi, puisqu'ils expliquent que si l'intérêt de l'enfant l'exige, eh bien, on pourrait interner de force la femme considérée comme un danger pour son futur enfant, selon toute une série de critères, notamment le fait qu'elle ait des dépendances en termes de drogue ou de cigarettes. Génial. Bref, la lutte pour permettre aux femmes d'avoir un enfant si elles le veulent, comme elles le veulent et dans les conditions qu'elles veulent, est loin d'être finie. En Belgique, comme partout ailleurs, ce droit obtenu de longues luttes est constamment remis en question et ça nécessite une veille constante des mouvements féministes. Et je laisse à nouveau la parole à Coralie. Merci beaucoup, Myriam. Je vois à l'heure qu'il avance, donc je vais très brièvement vous toucher un mot des luttes argentines et des luttes féministes argentines pour l'IVG. C'est une lutte qui a commencé en fait à la fin de la dictature militaire, quand les femmes sont rentrées au pays et qu'elles se sont dit, après avoir séjourné en Europe, au Mexique, qu'il était temps également de faire avancer les questions d'accès à la contraception et de droit à l'interruption volontaire de grossesse. Pendant plus de 20 ans, elles ont lutté dans un pays très conservateur. En 2005, il y a eu une campagne nationale avec plus de 70 organisations féministes où les féministes historiques se sont impliquées. Durant les premières années, il n'y a pas eu beaucoup de retentissement, donc elles ne se sont pas découragées, elles ont continué à faire signer des pétitions, à organiser des événements, des conférences, à sensibiliser, à envoyer des textes, des propositions de loi à leur parlement. Et au fur et à mesure, la campagne, depuis 2005, a grandi. Finalement, au milieu des années 2010, donc c'était en 2015, peut-être vous avez entendu parler du mouvement féministe Ni Una Menos. Des féminicides ont vraiment fait l'actualité en Argentine. Et il y a eu des grandes mobilisations populaires, plus de 300 000 personnes rassemblées dans les rues à Buenos Aires. Et l'année d'après, en 2016, les liens ont commencé à se faire entre le mouvement des féministes pour l'IVG et le mouvement qui voulait mettre un terme aux violences machistes dans la société, en disant que sans avortement légal, en fait, il n'y a pas de ni una menos. Et en 2017, elles ont organisé ensemble une manifestation nationale qui s'est appelée Un cri global pour l'avortement légal, qui a rassemblé des milliers de personnes. Et puis en 2018, il y a eu une manifestation au foulard qui a créé vraiment une marée verte pour le droit à l'avortement. Et certainement, vous rappelez de ces photos très fortes de centaines de milliers de femmes en Argentine qui brandissaient un foulard vert. À ce moment-là, il y a eu une tentative. La campagne nationale pour un avortement sûr et légal a pu déposer un projet de loi. Il a été rejeté en 2018, même s'il y avait 2 millions de personnes, principalement des femmes, à la porte du Congrès et puis du Sénat. Le Sénat est encore trop conservateur. Donc, ce qu'elles ont fait, les féministes, elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont regardé vers les élections d'après. Et elles ont obtenu pour la première fois qu'un candidat à la présidentielle, Alberto Fernandez, prenne une position publique et fasse une promesse de campagne, le fait de légaliser l'avortement en Argentine. Ça n'arrivait jamais jusque-là, c'était un vrai tabou. C'était un tabou en fait. Tout le monde sait que c'est un sujet sensible dans une société conservatrice et en fait, les politiques pensent qu'en parlant de l'avortement, ils vont perdre des voix. Finalement, Alberto Fernandez a été élu et donc il a déposé un texte pour légaliser l'avortement qui a été voté le 30 décembre 2020, donc c'est tout récent. Et maintenant, l'Argentine a donc légalisé l'avortement jusqu'à 14 semaines sans condition. Et c'est vraiment une nouveauté parce qu'en Amérique latine, il n'y a pas énormément de pays qui autorisent ça. Il y a même en fait
plusieurs pays qui interdisent totalement l'avortement. Malheureusement, rien n'est jamais gagné et on voit déjà en Argentine, des tentatives judiciaires pour faire suspendre la loi, ce qui a déjà été le cas dans une province et voilà, c'est en cours, la bataille judiciaire est en cours. Malgré cela, la victoire des Argentines inspire énormément le mouvement féministe de la sous-région. Et donc voilà, le mouvement est en train d'essaimer, et dans le même temps, c'est ce voilà, c'est ce qu'on vous a expliqué jusqu'ici. Ça reste un combat constant parce que dans le même temps, on voit que Honduras, qui interdisait déjà complètement l'avortement, les conservateurs, pris d'un mouvement de panique, ont décidé d'ancrer dans leur constitution l'interdiction totale de l'avortement et ils en ont profité également pour interdire le mariage entre personnes de même sexe. Et le fait qu'ils l'ont fait dans la constitution, dans une procédure accélérée, maintenant c'est bétonné et donc quand des changements sociaux vont arriver dans les prochaines années, les prochaines décennies ou dans un siècle, on ne sait pas, il faudra une majorité des 3/4 plutôt qu'une majorité simple pour changer cela. Donc le combat est vraiment s'annonce très, très long en Honduras, pour le droit à l'avortement et j'espère que Myriam et moi, on vous a vraiment montré aujourd'hui que le combat des mouvements de femmes pour les droits sexuels et reproductifs reste terriblement d'actualité à travers le monde, qu'il y a énormément de mouvements féministes, de collectifs, d'organisations de terrain qui se mobilisent et que c'est un combat, de longue haleine parce qu'en face, il y a une opposition et que rien n'est jamais acquis. Voilà, je pense qu'on en termine ici. Merci beaucoup.